France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Bonjour Majed, comment tu vas? Ça va très bien, bonjour Hinda. Merci en tout cas de nous écouter sur France Maghreb 2. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour 2 heures de bonheur, d'échange, d'émotion. Au sommaire aujourd'hui, nous recevrons Monsieur Fabrice Bonero qui est coach neurocomportementaliste en nutrition. Il nous donnera des astuces pour perdre du poids avant les fêtes, après les fêtes. Oh, bah là. T'aimes ça toi, hein? T'en as besoin? Non, t'en as pas besoin. Non, tu crois? Oh pardon, bon, désolé. Alors nous recevrons ensuite Madame Safia Abad, secrétaire générale, et Leïla El Afif, trésorière de l'association Lilo Câlin. Donc pour tous ceux qui veulent participer à l'émission et on aura le droit des câlins? Non, pardon, excusez-moi. Non, t'auras pas le droit des câlins. Okay, c'est l'association qui s'appelle Lilo des câlins. Bah disons, c'est joli ça. Ouais, c'est très beau, ouais. Et donc pour les auditeurs qui veulent poser des questions à nos invités, un seul numéro de téléphone, le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. On va revenir après la pub là. Oui, à tout de suite sur France Maghreb 2 dans l'émission Bien-être, Parler Bien-être et Réussite. À tout de suite. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite, et tout de suite place à notre invité Fabrice Bonero qui est coach neurocomportementaliste, waouh, en nutrition. Fabrice Bonero, bonjour et merci d'être là avec nous aujourd'hui dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Merci de m'avoir invité. L'autre micro alors, si tu peux lui donner s'il te plaît. Celui du milieu? Ouais, non, l'autre à côté. Ouais, bah c'est bon. Merci de m'avoir invité. Non, celle-là, non, c'est pas, on l'entend pas, voilà. Donne-lui l'autre micro, voilà. Et là, tu m'entends moi? Oui. Ok, super. Bon. Alors c'est bon. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité, Inda. Désolé, hein. Alors Fabrice, coach neurocomportementaliste, en quoi cela consiste? Alors, ça consiste à tout simplement parvenir à mincir ou à rester mince par en fait des procédés qui sont tout autres que ceux que l'on peut voir actuellement dans les magasins, qui sont en général des procédés purement nutritionnels. Ouais. Là, c'est tout le contraire. L'idée, c'est de repartir de la personne, d'apprendre, voilà, aux personnes qui viennent me voir, qui sont en surpoids, d'une part à écouter leur corps pour redécouvrir des sensations qui au départ sont naturelles, la faim, la satiété. Mais qu'elles ont perdu. Et du coup, parce qu'elles les ont perdues, ces sensations, eh bien, elles se retrouvent à manger sans avoir vraiment faim. Ou alors c'est compulsif, quoi. Voilà, ouais. Sans avoir faim ou en ayant plus faim. Je les accompagne aussi pour mieux gérer leurs émotions, puisque maintenant c'est montré scientifiquement que les troubles émotionnels vont avoir des incidences sur les envies de manger compulsives, ou de manière très ponctuelle, ce qu'on appelle des compulsions, ou de manière plutôt fréquente et récurrente, ce qu'on appelle la boulimie. Ouais. L'anorexie, c'est aussi l'anorexie, c'est un autre trouble du comportement alimentaire, mais qui lui va dans l'autre sens, où pour d'autres désordres et d'autres troubles, on va dire comportementaux émotionnels. D'accord. Là, ça va être surtout pas manger. Ouais. Ça va être tout le contraire. La privation de la nourriture. Absolument. Quelles sont donc vos différentes prestations? Je l'ai dit, c'est déjà quand j'ai quelqu'un qui me contacte, ça va être de faire un diagnostic, donc de comprendre son historique de poids, comprendre à quel grand moment de sa vie cette personne a pris du poids. Alors certaines personnes ça a commencé à l'enfance, d'autres ça peut être des épisodes comme une grossesse, comme ou le fait d'être en couple, ou le fait de séparation. De séparation. Voilà, en général, c'est quand même des moments charnières de vie qui occasionnent en fait des dérèglements comportementaux et émotionnels qui vont ensuite se répercuter sur l'alimentation. C'est vrai que c'est pas idiot parce que moi, dès que je me suis marié, c'est vrai que c'est là que j'ai commencé à grossir. C'est vrai en plus, hein. Réellement, hein. C'est un truc de fou. Non, mais c'est parce que ta femme fait des bons plats, c'est tout. Je sais pas, ou peut-être, c'est dû certainement à ça, mais c'est vrai que il a tout à fait raison dans ce sens-là, en fait. Quand il y a un changement. Quand il y a un changement, ouais, tout à fait. Eh oui. C'est ça. Tout changement fait que, au niveau émotionnel, ça va agir. Tout à fait. Tout à fait. Dès lors que on n'est pas forcément préparé justement à vivre ce changement. Ça peut être l'exemple d'être en couple et donc d'avoir à composer avec une personne qui a un autre type de vie, qui a peut-être d'autres pratiques, d'autres habitudes, par exemple des habitudes alimentaires.
et peut-être on va pas oser se singulariser par rapport à cette autre personne. Donc si on a, je prends l'exemple de notre animateur, Jade. voilà, peut-être que madame fait très très bien la cuisine, c'est possible, et que du coup ça crée beaucoup de tentations, auxquelles il n'arrive pas à dire non, parce que ça demande une certaine discipline de dire non à ses propres tentations. Ah, c'est pas faux. Alors Fabrice, qu'est-ce que vous pensez des régimes? Alors, très bonne question. Je vais essayer de pas être trop méchant. Ouais. J'en pense beaucoup de mal, hélas. J'en pense beaucoup de mal pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà que scientifiquement, ça a été montré. Il y a eu une très grande étude par l'Agence nationale de sécurité sanitaire en 2010 que les régimes, au sens, c'est-à-dire que je m'applique une discipline alimentaire qui est complètement décorrélé de mes besoins au jour le jour, va faire que je crée de la carence, donc je carence mon corps, et que peut-être sur le court terme, je vais mincir, donc je peux être satisfait ou satisfait de la situation, mais que sur le moyen terme, je vais me dérégler. Et ça va occasionner ce qu'on appelle l'effet yo-yo ou l'effet rebond, c'est-à-dire que si j'ai minci très fort et très vite, je vais reprendre très fort et très vite aussi. Donc j'ai beaucoup de mes clients et mes clientes qui me racontent, j'ai perdu 10 kilos suite à un régime, et il y a des régimes très connus, je ne vais pas les citer, notamment des régimes qui ont été préconisés par des médecins, ce qui est encore plus grave. Ces personnes-là ont perdu beaucoup de kilos, parfois 10-15 kilos en un mois, mais après elles reprennent 20 kilos le mois d'après ou dans les 3 mois qui suivent. Ouais, c'est ça. Ça double ou ça triple. Ça triple avec le lot de frustration qui va avec, puisque il y a eu privation et après coup il y a échec. Et avec aussi parfois même des carences sur le plan de la santé, le fait de s'être privé de certains aliments, et ça peut aller très très loin. D'accord. En donc déminéralisation, en décalcification, ça peut vraiment avoir des conséquences très graves. Donc il faut vraiment faire attention au régime. Pour moi, c'est à bannir de manière absolue. Ouais, vraiment. Non, mais ça c'est important parce que beaucoup, justement, là, on va revenir tout à l'heure au niveau des fêtes. Beaucoup font des régimes, que ce soit pendant les fêtes ou que ce soit avant l'été. Et donc les régimes drastiques, les régimes hyperprotéinés, tout ça, ils ont pas conscience des dégâts que ça peut engendrer justement au niveau de la santé. D'ailleurs, il y a aussi des choses qui ne sont pas des régimes, mais qui sont, on va dire, des régimes camouflés. C'est-à-dire de prendre des substituts alimentaires, vous savez, le fameux, je vais pas dire la célèbre marque qui fait ça, mais il y a une célèbre marque qui fait des sachets de protéines que l'on mélange. Donc c'est la protéine, c'est la protéine de lait ou des protéines de ce type qui sont des substituts de repas. Donc qui vont avoir un effet, on va dire, rassasiant sur le moment, mais qui sont en fait qui sont un leurre et qui n'apprennent pas aux personnes de vraiment écouter leur corps. Et ça va être le point de départ, ça va être j'écoute à nouveau mon corps pour mieux le respecter. On va revenir, Fabrice, après une petite pause musicale. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes avec notre invité Fabrice Bonero qui est coach neurocomportementaliste en nutrition. Et alors justement Linda, on en profite aussi pour demander à tous nos auditeurs, voilà, si vous avez pris du poids, si vous avez fait des régimes, des choses qui n'ont pas abouti, vous voulez de l'aide et justement vous voulez poser vos questions pour savoir comment, quelques bons conseils pour maigrir, eh bien le numéro de téléphone pour nous joindre à la radio, vous êtes les bienvenus. S'ils veulent rester aussi en anonyme, il n'y a pas de problème, mais allez-y, bien pour sûr. Que puisse, vous allez voir que Fabrice, il a vraiment de très très bonnes techniques à vous donner. 0892 23 99 50, faites la touche étoile, le choix numéro 1, et on vous donnera les meilleures techniques pour, pourquoi pas, tenter de maigrir, peut-être par un autre moyen, ou alors nous raconter en tout cas comment se passe votre régime et comment vous n'arrivez pas à perdre du poids. Il va vous donner de très très bons conseils, mais alors allez-y, vous serez prioritaire, chers auditeurs. Je rappelle le numéro de téléphone 0892 23 99 50, et appelez-nous que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province 0892 23 99 50. Alors Fabrice, vous nous avez dit donc au niveau des régimes à bannir. Ma question c'est, peut-on être addict à la nourriture et pourquoi ? Alors oui, on peut être énormément addict à la nourriture. C'est quelque chose qui se
on va dire, qui se développe l'addiction à la nourriture, comme on peut devenir addict à un loisir. Par exemple, on peut être addict à son smartphone. Ouais. Et en fait, c'est pas tant à la nourriture qu'on est addict, c'est au plaisir que procure le fait de manger. Quand je mange, et notamment quand je vais manger des choses comme des le choses, chocolat. ouais, des choses, j'allais y venir, voilà, des choses sucrées, des choses des friandises. Je vais donc digérer ces aliments et très rapidement, en fait, ça va libérer des neurotransmetteurs, hein, pardon pour le terme technique, dans mon cerveau de plaisir, dont la célèbre dopamine, qui est l'hormone du plaisir, qui est celle qui se sécrète aussi lorsqu'on fait l'amour, lorsqu'on a des occupations agréables. Et en fait, plus je vais augmenter la dose de nourriture, plus je vais être en demande du plaisir que génère cette dose de nourriture. Et du coup, on se retrouve à être addict à la nourriture, comme on est addict à un jeu vidéo, comme on est addict à aller sur Facebook. Voilà, c'est ce mécanisme-là, et c'est un véritable engrenage qui se met en place. D'accord. Et donc ça, c'est aussi pareil, c'est un trouble du comportement. C'est un trouble du comportement, et très souvent, c'est pour pallier en fait à des carences. Ça peut être des carences amoureuses, ça peut être de l'ennui tout simplement, c'est-à-dire que parce que je suis le soir seul chez moi, que j'ai un petit coup de tristesse, je vais me donner un peu de réconfort. D'accord. Voilà, on peut appeler ça de la nourriture doudou. Ouais. C'est un peu on parlait de faire des câlins tout à l'heure. Ah bah voilà. Là c'est la nourriture doudou, c'est énorme ça. C'est exactement ça. D'accord. Et évidemment, si on ne traite pas la racine, c'est-à-dire le problème, eh bien je continue à me réfugier dans où la nourriture, mais ça peut être aussi d'autres choses. Hein. Oui, bien sûr. Et puis après, c'est un cercle vicieux, donc. Exactement. C'est difficile de s'en sortir après, je pense. Hein. Effectivement, plus je vais être addict et plus c'est comme pour la cigarette. Hein, plus je suis un grand fumeur, plus il est difficile d'arrêter de fumer. Forcément. Vous avez des patients qui viennent vous voir et justement qui ont cette addiction à la nourriture? Énormément. Ouais. Beaucoup. Énormément. Ouais. Et la plupart du temps, oui, j'ai des patients qui ont des paquets de bonbons dans leur table de nuit, qui en ont dans leur sac à main lorsqu'ils partent au travail. Oui, j'ai tout. Ouais. Et la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont seules, qui sont. Il y a les deux. C'est pas forcément. Un mal-être, je voudrais pas surtout dresser le cas de la personne solitaire qui compense tout par la nourriture. Il y a vraiment tous les cas de figure. On est quand même dans une société qui est stressante, qui est exigeante. Et on se rend compte d'ailleurs dans le monde de l'entreprise aussi, et là c'est Noël qui arrive, on se rend compte qu'il y a quand même de la nourriture partout. On voit de la bouffe partout, dans les bureaux, dans les open space. Quel est le seul moyen quelque part de se faire un peu du bien souvent au travail? C'est on ramène une petite corbeille de bonbons. Enfin là il y en a partout. Hein. C'est le fait de manger. C'est le fait de manger. De toute façon, on le voit, la plupart des gens, lorsqu'ils vont travailler, ils attendent que la pause déjeuner ou la pause... Ah, moi, c'est mon moment préféré, je vous le dis. Hein. Moi, j'attends. Déjà, le matin, quand j'arrive avec ma collègue, je dis, bon, qu'est-ce qu'on va manger? Et où ce midi? Un bon grec. C'est pas bien du tout, je reconnais Fabrice. Il se fait plaisir. Voilà. Avec son grec. Alors donc on parle des fêtes. Les fêtes arrivent. Que faire pour perdre du poids avant et après les fêtes? Parce que, on va dire, pendant les fêtes, les gens mangent énormément. Ils se font plaisir. Oui. Alors, se faire plaisir, c'est super. La question, c'est pourquoi faudrait-il se faire plaisir que par la nourriture? C'est-à-dire que les fêtes, avant tout, que ce soit une fête religieuse là actuellement qui est celle des chrétiens et des catholiques, mais même pour d'autres fêtes, hein, notamment quand vous cassez le jeûne par rapport au Ramadan, mais il y a une profusion de nourriture comme si c'était que la nourriture qui occasionnait la fête, enfin qui crée la fête. Alors que la fête, ça peut être déjà de profiter du fait d'être ensemble, du fait d'échanger, du fait d'aller se balader. Et de profiter juste de la convivialité. Mais maintenant, il y a eu une sorte de culte de la nourriture qui s'est mis en place avec des tablés, avec des repas. Enfin, tout le monde a souvenir de repas qui durent 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ou voire. C'est vrai, avec différents plats. Avec des plats, donc. Effectivement, le premier pas, ça va être peut-être d'axer le fait de profiter des moments de fête par d'autres composantes que le simple fait de manger. D'accord. Donc là, ce serait vraiment faire attention. Oui, c'est-à-dire que c'est plus facile d'orienter son orientation sur
qu'est-ce qui est appréciable dans le fait de se réunir, le fait de profiter de la fête, que de lutter contre la nourriture. Donc, vaut mieux axer son attention sur le bien que de lutter sur en fait ce qui me... De se dire, ah non, il faut pas que je mange ça, parce qu'après c'est une frustration, une dualité qui va faire que, au contraire, on va être dans la pulsion, c'est Exactement. ça. Et après, il y a des petites techniques, c'est normalement, une fois que les plats sont servis, c'est de retirer les plats de la table. Parce qu'on a tous en tête ce moment où le plat reste sur la table, notamment les desserts, à la fin, et puis on en reprend. On se resserre. Et on se resserre. Pourquoi on se resserre surtout? Parce que c'est sous nos yeux. Et c'est vrai que la tentation se renouvelle encore et encore. D'accord. Bien, on va revenir. Désolé, c'est moi qui ai eu un petit problème. Donc ça y est, on a rebranché le standard. On a eu quelques difficultés. J'avais pas vu que le standard était verrouillé. Donc ça y est, le standard est libre. Vous pouvez nous appeler vous aussi, chers auditeurs, au standard 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Si vous voulez nous parler de votre régime, vous avez commencé des régimes de ouf et vous arrivez pas à maigrir et vous voulez des conseils de Fabrice qui est là, notre coach qui est avec nous, n'hésitez pas, hein, voilà, c'est le moment ou jamais, c'est le moment parce que après il sera trop tard les amis, hein, donc voilà, n'hésitez pas. C'est plus le moment. Après, ça sera trop tard, il y aura d'autres invités, donc si vous voulez, vous après, aussi. Des câlins. Ah là, après on parlera des câlins. Je sais faire des câlins aussi. Hein, voilà, en plus. Donc voilà, donc les auditeurs et auditrices, je rappelle que tous les auditeurs peuvent rester aussi anonymes, que c'est vraiment de la convivialité ici, que c'est dans l'émission Parler bien-être et réussite avec Linda. Oui, passe par avant. Et puis donc on est là pour vous accueillir évidemment et pour vous donner les meilleurs conseils avec Fabrice et vous nous en direz des nouvelles après avoir essayé ces conseils justement. 0892 23 99 50. Désolé pour ceux qui ont tenté déjà de me joindre. On a remis en place le standard et on vous prendra en priorité, chers auditeurs. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1. Allez, on veut plein d'appels pour notre ami Fabrice qui va vous donner un maximum avec de conseils. Plaisir. Ah, notre coach est là, les amis, pour ceux qui ont envie de maigrir. C'est le moment ou jamais. 0800. Tout le monde a envie de maigrir. Ah bah oui, tu vas voir. Mais moi j'en suis sûr, il y a plein de témoignages qui vont nous parler. Si vous avez aussi essayé les régimes dont on parlait tout à l'heure, hyperprotéinés, tout ça, bah venez nous dire. La soupe aux choux, ça aussi, hein. Voilà des techniques de régime qui ont marché aussi, peut-être. Hein. 0892 23 99 50. Vous, en tout cas, Fabrice, vous dites que les régimes pour vous c'est pas ça. Voilà. Eh ben, on en parle dans un instant. Je vais avoir l'occasion d'en reparler. Voilà, dans un instant. 0892 23 99 50. On marque la pub et on revient. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes toujours avec notre invité Fabrice Bonero qui est coach neurocomportementaliste en nutrition. Et dans quelques minutes encore les derniers appels pour ceux qui veulent nous appeler. On peut redonner le numéro de téléphone, le 0892 23 99 50. Je répète, 0892 23 99 50. Voilà, vous voulez nous parler de votre régime, vous voulez des conseils pour mieux maigrir, pour réussir à perdre du poids justement. Notre coach est là évidemment et on attend tous vos appels dès maintenant. 0892 23 99 50. Alors Fabrice, quels sont les effets du stress sur notre corps ? Eh bien, en fait, effectivement, c'est très bien d'aborder cette notion de stress parce que le stress a un rôle important dans la prise de poids sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est celui que j'ai évoqué au début, c'est-à-dire que quand je suis stressé, je vais avoir une plus forte tendance à justement chercher du réconfort dans la nourriture. D'accord. Si je suis stressé au travail, eh bien la pause déj va représenter un moment de réconfort. Si le soir je suis triste parce que je suis seul, je vais avoir plus tendance à aller me réconforter aussi avec de la nourriture. Donc ça c'est un premier, ça commence déjà à occasionner des troubles du comportement alimentaire, juste de réconfort immédiat. Et puis il y a un deuxième mécanisme qui est beaucoup plus, on va dire, latent et durable, qui est que lorsque je suis stressé, je stocke plus aussi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que il y a un mécanisme en fait du corps qui est la sécrétion d'une hormone qui est
selon un raccourci rapide appelé hormone du stress qui est le cortisol. Et lorsque je suis stressé, je sécrète plus de cortisol. Quand je sécrète plus de cortisol, je vais stocker plus de graisse. D'accord. Et tout particulièrement autour de la ceinture abdominale, ce qu'on appelle la graisse viscérale. Et c'est la partie, c'est la graisse qui est la plus dangereuse pour la santé, pour tous les problèmes de cholestérol et de diabète notamment. Oui. C'est extrêmement. T'as compris, Medjed? Ah oui, Diabète, Ah ouais, cholestérol. Ah ouais, bah écoute, oui, voilà, cholestérol, oui, tout à fait, il y en a. Voilà. Et on peut même pousser encore plus loin. Le stress a aussi des incidences sur le sommeil, la qualité du sommeil. Donc si j'ai un moins bon sommeil aussi, je vais être de moins bonne humeur le lendemain. Comme je suis de moins bonne humeur, j'ai plus tendance aussi encore à aller me réconforter par la nourriture. Et tout ça crée un véritable cercle vicieux où plus je suis stressé, plus je mange, plus je suis frustré de manger, exactement. Ah, plus je culpabilise, plus je suis dans la culpabilité, plus je suis pas bien dans ma vie, plus je suis pas bien dans ma vie, plus j'ai des comportements qui sont pas forcément des comportements justement de réussite ou d'émancipation et de responsabilisation dans ma vie, etc., etc. Donc combattre le stress, c'est vraiment c'est une composante importante pour se sortir du surpoids et retrouver un mode d'alimentation qui est beaucoup plus naturel et beaucoup plus en rapport avec mes besoins corporels. Qu'est-ce que vous conseillez justement à une personne qui est très stressée, qui vient vous voir? Alors, la première des choses, c'est qu'il y a des personnes qui sont stressées et qui le sont depuis tellement longtemps et tellement tout le temps qu'elles ne s'en rendent même plus compte. D'accord. Ça, c'est... alors, derrière stress, on peut parler d'anxiété, on peut parler d'angoisse, on peut parler de nervosité. Donc, c'est déjà d'en prendre conscience. Et de prendre conscience d'à quel point je suis stressé. Après, ce qui est important, c'est de comprendre quels sont les sujets qui me stressent dans ma vie. Il y a des personnes qui vont être stressées par leur travail, alors que pour d'autres, le travail, ça va être plutôt épanouissant. Il y a des personnes qui vont être stressées par leur famille, alors que pour d'autres, la famille va être au contraire épanouissante. Il y a des personnes qui vont être stressées par leur propre comportement ou par la propre exigence qu'elles peuvent avoir vis-à-vis d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles se mettent la pression. Donc le fait déjà d'identifier la source anxiogène, quelle est l'origine du stress, va permettre de pouvoir agir ensuite dessus. Et puis après, c'est un travail qui est plutôt un travail d'ordre psychothérapeutique, d'en parler, de se connaître. C'est ça, c'est amener la personne à prendre conscience de ce qui ne va pas en elle, de prendre conscience de ce qu'elle est aussi, parce que la plupart des gens ne se connaissent pas du tout. Hein. C'est vraiment ça. Mais oui, il y a beaucoup le rapport à l'autre, c'est l'autre qui va nous définir de telle ou telle manière, mais la personne elle-même, en fait, a du mal à se percevoir, ou la plupart du temps, elle est dans le déni, énormément. Énormément. Ben énormément. Moi, je fais des salons, on s'est même d'ailleurs nous creuser sur un salon. Ben oui. Et parfois, alors que j'essaie de le faire vraiment de manière très... on va dire très douce, mais lorsque j'essaie d'amener à la conscience des personnes qui sont en surpoids, peut-être en essayant de les sensibiliser en leur disant, vous savez, si votre corps est en surpoids, c'est pas anodin, hein, on se retrouve pas à stocker ou à manger au-delà de sa faim s'il n'y a pas des troubles à l'origine. Et parfois, effectivement, il y a immédiatement un déni en disant non, mais moi tout va bien. Oui, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête. Et puis j'aime mes formes. C'est ça, exactement. Et je suis pas en train de dire que il faudrait critiquer le fait qu'il y ait des personnes rondes. C'est simplement de bien comprendre que à l'origine, le corps normalement ne stocke pas. D'accord. On regarde dans la nature, il n'y a pas d'animaux obèses, ça n'existe pas. Donc il n'y a que nous les humains, parce que nous avons des mécanismes mentaux et cognitifs poussés, que nous avons développé des maladies d'ailleurs, hein, comme le stress, comme toutes les pathologies métaboliques aussi. Hein. Exactement, oui, tous les problèmes de thyroïde. Moi j'ai énormément de clientes qui ont des problèmes de thyroïde, de thymus, qui ont des troubles du sommeil. C'est devenu vraiment le mal du siècle. Il y en a de plus en plus. Énorme. Malheureusement, que ce soit avec la pollution, que ce soit avec la nourriture, que ce soit avec le stress, la glande thyroïde, elle est énormément attaquée par. Alors on parle beaucoup des perturbateurs endocriniens, notamment les pesticides, etc., les produits chimiques qu'on peut trouver. Mais je pense qu'il y a aussi dans nos rythmes de vie, rien que notre manière de vivre est un perturbateur endocrinien à lui tout seul. Indépendamment du fait d'ingérer des sources effectivement chimiques tout aussi dangereuses. Mais c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une spirale de rythme de vie qui est complètement décorrélée maintenant de nos rythmes naturels.
Avant, il y avait peut-être un meilleur respect. Un meilleur respect de soi, de son corps, de son environnement, un peu de tout. Il y avait moins de pression, je pense. Ouais, c'est ça. Au jour d'aujourd'hui, on ne respecte plus rien. Ouais. Et je pense qu'il y a une déconnexion du corps qui se fait. Et dans l'accompagnement avec mes clients, justement, un des premiers points, ça va être de se reconnecter à son corps. Ouais. Là, c'est la grande mode des objets connectés. Et d'ailleurs, il y en a. Il va y avoir des cadeaux de Noël. On va offrir des montres connectées, des bracelets connectés pour compter le nombre de pas, des choses comme ça. Et en fait, le premier objet connecté qu'on doit écouter, c'est son corps. C'est vrai. C'est ça le premier objet. On s'écoute pas. Et le corps dit toujours la vérité. C'est un grand professeur qui s'appelle Servan Schreiber qui disait que le corps ne ment jamais. Il dit toujours la vérité. Si j'ai mal au dos, ça me donne des indications sur comment je vis ma vie. J'en ai plein le dos. Et d'ailleurs on dit j'en ai plein le dos. C'est ça. Si par exemple dans ma vie aussi j'ai du mal à exprimer des choses aux autres, on peut dire j'en ai gros sur le cœur. Donc c'est toujours en lien avec la manière dont on vit sa vie. Et progressivement, on se rend compte qu'à devenir trop mental, trop intellectuel, on se coupe de ses ressentis corporels et on se coupe de ses ressentis émotionnels. D'accord, quand on est trop dans le mental, donc on s'écoute pas. Exactement. Et là, il y a vraiment un travail à faire sur soi. De reconnexion au corps, exactement. Et donc là, c'est un travail au niveau de l'ego, au niveau du mental. Oui, tout à fait. Il y a deux grands axes. Il y a un travail évidemment qui est au niveau mental, mais même en amont, il y a un travail de réécouter son corps, apprendre à réécouter sa faim, à faire, à redécouvrir ce qu'est d'avoir vraiment faim, parce que parfois c'est une notion qui est perdue. Apprendre à sentir ce qu'est le juste niveau de satiété. Voilà, quand on a juste arrêté d'avoir faim, on est à satiété pour un aliment, et puis après on peut le faire pour un autre aliment. Tout ça pour arriver au rassasiement. Apprendre à écouter aussi dans sa journée les moments où on a besoin d'une pause. Parce que on se rend compte maintenant qu'il y a beaucoup de personnes qui enchaînent des journées qui sont des journées de dingue entre le travail, enfin le réveil, les enfants. Enfin, vous voyez la course de fou. C'est je me réveille, je prépare mes enfants, je cours à l'école, après je cours dans le métro, je cours au travail, je cours à la pause déj, je recours au travail, je recours à l'école, et je recours chez moi et après c'est insensé. Ouais, bien sûr. Et tout ça fait que on crée une fatigue corporelle et une fatigue émotionnelle qui tôt ou tard va se ressentir. Alors on parle maintenant du burn-out, on parle mais ça se ressent aussi dans des maladies chroniques et ça se ressent dans les comportements alimentaires. Oui, bien sûr. Alors Fabrice, je voulais savoir quelles seraient les règles de vie à respecter selon vous pour se sentir bien dans sa peau, s'il y a des règles de vie. Je pense que oui. Oui, règles de vie. La première, c'est je me répète, mais c'est de redécouvrir ce qu'est la vraie faim. Parce qu'il y a beaucoup d'occasions de confondre la vraie faim et le besoin et l'envie de manger. La vraie faim, c'est quand c'est le ventre, quand on le dit d'ailleurs, quand l'estomac crie famine, lorsque le ventre se manifeste. On l'entend d'ailleurs. Et on l'entend normalement. Tout ce qui n'est pas ça, c'est pas de la faim. Alors c'est dire à quel point on peut se retrouver à manger parce qu'il est l'heure, parce que les collègues de travail vont manger, donc on les accompagne et on fait comme eux. Ou grignote aussi. Ou parce qu'on grignote, etc. Donc, hygiène première, c'est d'écouter sa faim. Et c'est pas une mince affaire. Hein. C'est quand on est habitué à faire son 3 repas par jour. Mais ça se réapprend. Voilà, dans mon approche de coaching, il y a des consignes, il y a des exercices pour redécouvrir sa faim. Ça c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est d'apprendre à se percevoir émotionnellement au cours de la journée. C'est-à-dire prendre conscience de ses émotions, c'est ça ? C'est exactement ça. Et pour ce faire, il y a une technique qui est très simple, c'est prendre son portable et le faire sonner toutes les heures et demie, toutes les 2 heures. Si on fait sonner le portable toutes les 2 heures, au moment où sonne le portable, on doit se dire comment je me sens là. Dans quelle émotion je me sens ? Est-ce que je suis triste ? Est-ce que je me sens débordé par ce qui m'arrive ? Ou est-ce que je suis bien ? Est-ce que je suis dans la maîtrise ou pas ? Pour justement arrêter cette espèce de course infernale d'enchaîner. C'est de revenir au temps, de revenir à l'ici et maintenant.
Ouais, c'est Il y a un auteur qui est extraordinaire qui s'appelle Eckhart Tolle, qui a écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Et l'idée, c'est de revenir parfois au moment présent et de se reconnecter à soi, de se recentrer sur soi dans ces moments-là. Et ça empêche justement que le mental soit en burn-out. C'est ça. C'est-à-dire de faire ce qu'on pourrait appeler des micro-burn-out, c'est-à-dire que tous les jours, tous les soirs, je suis en micro-burn-out parce qu'en fait, je suis rincé de ma journée. Et si j'ai pris des temps dans ma journée de travail, des temps de repos, des temps de pause, des temps pour prendre un thé, des temps pour peut-être pour même aller marcher 10 minutes, ça permet d'avoir une meilleure lucidité et d'aborder les journées, les semaines de manière plus détendue. D'accord. Alors, comment savoir aussi quel est notre poids idéal ? Alors, bonne question ça. Hein ? Oui, le poids idéal des uns et des autres est propre à chacun. Et j'ai envie de dire, pour savoir quel est son poids idéal, alors on a beaucoup parlé de l'indicateur qui est l'IMC. L'IMC, oui. Pour les auditeurs qui connaîtraient pas, c'est l'IMC, en fait c'est un petit calcul. Ça se calcule avec le poids et la taille. Hein. Vous tapez IMC sur Google, il y a des petits calculateurs qui font ça très très bien. Mais l'IMC, ce n'est qu'un indicateur. Moi, c'est pas celui qui m'intéresse le plus. Celui qui m'intéresse le plus, c'est en fait d'être avant tout connecté à sa faim. D'accord. Avant tout conscient de ses émotions. Et parce que je fais ça, je vais tendre vers mon poids idéal. Donc l'idée, c'est pas de se dire je dois calculer mon poids idéal. L'idée, c'est de tendre vers le mieux-être, tendre vers l'écoute. Et parce que je fais ça, mon corps, lui, va aller vers le poids idéal, mais par lui-même. D'accord, j'ai compris. Il va s'autoréguler. Il va s'autoréguler, comme le font les enfants, les bébés. Un bébé, lui, il se pose pas la question quel est son poids idéal. Oui. Le bébé, lui, quand il a faim, il crie, on lui donne un biberon, il en prend ce qu'il a besoin d'en prendre sur le moment, et puis 1 heure après, 2 heures après, il va repleurer, il va reprendre du biberon, et puis en fait son poids idéal se fait tout seul. D'accord. À nous de redevenir des bébés. Enfin, en clair, il y a une horloge biologique, et il faut savoir l'écouter. Voilà, tout simplement. Et ne pas être dans la pathologie, ne pas être justement dans la compulsion, et savoir décrypter chaque instant de sa journée, chaque instant de sa vie, chaque instant aussi, chaque communication en fait. C'est surtout le corps qui s'exprime. C'est surtout ça, il faut savoir l'écouter. C'est ça. Donc en clair, si j'ai bien compris, vous amenez donc en tant que coach neurocomportementaliste, vous amenez la personne à reprendre conscience d'elle-même, se reconnecter avec elle-même pour enfin savoir décrypter les messages de son corps pour qu'enfin elle puisse trouver son équilibre. C'est fort bien résumé. C'est ça. C'est magnifiquement résumé. Ah, ça va, j'ai compris. Donc voilà. Et c'est quelque chose de très important. Je pense que cette thérapie-là est essentielle parce que elle est essentielle, vous ramenez vers l'essentiel. C'est vraiment ça. Et surtout vers l'ici et maintenant. Cette prise de conscience du respect de son corps. Parce que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on ne respecte plus rien. On ne respecte plus son corps, on ne se respecte pas soi-même, on ne respecte pas les autres. On le voit dans le monde actuel, on ne respecte rien. Et là, je pense que c'est important, ce rappel, de se dire, il est important déjà de commencer par soi. Absolument. Oui, tout à fait. Si la première étape pour aller, on va dire, tendre vers le respect de soi, c'est déjà de commencer par respecter son corps, puisque on a tous une maison ou un appartement, mais en fait notre première maison, c'est notre corps. Bien sûr. Sûr. Et quand on voit, il y a des gens qui investissent des sommes fortes et importantes pour décorer leur appartement. En fait, il faudrait quand même se dire que notre premier appartement, notre première demeure, notre première demeure et notre première, en tout cas notre demeure de terrien actuelle, c'est notre corps. Et ça, je pense qu'on l'occulte, on l'oublie la plupart du temps. Le seul rappel, c'est quand il y a la pathologie ou la maladie, et il y a de plus en plus de cancers aussi. Hélas. Parce que le phénomène de cancérisation, certes, il est avec... en fait, il y a plusieurs paramètres, mais un des paramètres fondamentaux, c'est aussi le stress. Tout à fait. Moi, je pense que la majeure partie des maladies, c'est en fait des signaux du corps qui ont été envoyés à maintes reprises, mais qu'on n'a pas écoutés.
C'est ça. Et du coup, ça a continué à s'aggraver pour prendre une proportion qui va être une pathologie plutôt grave, puisque dans le cas des cancers, c'est... Oui, bien sûr, c'est une pathologie grave. Alors, pour finir, quel serait votre conseil, votre message aux auditeurs de France Maghreb 2 ? Alors, il y a des choses très simples à faire, hein, l'idée, c'est le pire ennemi pour engager ce processus, c'est l'habitude. Et les habitudes sont vraiment très 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 très, très dures. Et oui. On le voit. Enfin, là, il y a la fin d'année qui arrive. Je pense que comme beaucoup d'auditeurs, on se dit, bah voilà, 1er janvier, je vais m'inscrire à la salle de sport. Ouais. 1er janvier, je vais arrêter de fumer. 1er janvier, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et c'est vrai que c'est difficile de tenir, surtout dans la durée. Donc l'idée, c'est de commencer par petites touches à noter sur un calepin les progrès, les petits progrès. Les petits progrès, ça va être quoi ? Ça va être, aujourd'hui, j'ai perçu ma faim une fois. J'ai eu une fois une faim, et mettre une note. J'ai eu faim entre 0 et 10. Bon, aujourd'hui, j'ai eu faim à 6 sur 10. C'était aujourd'hui à midi. Hop, ça c'est un progrès, puisque j'ai écouté mon corps. D'accord. Le lendemain, ça va être de faire pareil et de dire, tiens, là, aujourd'hui, j'ai attendu d'avoir faim à 7 sur 10 pour manger. D'accord. Et progrès après progrès, on se reconnecte. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de vraiment s'imposer. Au début, c'est lutter contre sa propre nature, c'est s'imposer des temps de reconnexion. Et très souvent, on se dit, oui, mais bon, à quoi bon, j'ai pas le temps, faut que je favorise mon travail, il y a les enfants à s'occuper, le soir, c'est de se dire, je ne pourrai rien changer, ou rien ne changera dans ma vie si moi je ne change rien. C'est-à-dire qu'on a trop souvent tendance à croire qu'il va y avoir des changements dans sa vie sans que nous changions quoi que ce soit. Si on veut des changements dans notre vie, la première chose qu'il faut changer, c'est nous-mêmes. Bien sûr, de comprendre donc pourquoi. Donc il faut engager un petit, avec notamment je pense qu'un calepin c'est bien, d'avoir un calepin ou de noter sur son smartphone un petit peu chaque jour, ou tous les 2 jours, en tout cas d'avoir une régularité, de noter ce que je fais, comment je me perçois, comment j'arrive à me percevoir émotionnellement, sans trop intellectualiser, simplement se dire voilà, aujourd'hui je perçois que je suis pas de bonne humeur. Aujourd'hui, je perçois que un tel, je sais pas, mon frère, ma sœur, quand il m'a parlé, ça m'a rendu triste. Juste de se reconnecter à son émotionnel. Ça va permettre de mieux se comprendre au jour le jour. D'accord. Donc faire ça tous les jours avec son petit calepin, de noter ses propres émotions. Exactement. Et ça va amener la personne justement à prendre conscience de ce qu'elle est aussi et de savoir ce qu'elle doit changer en elle. Exactement. Après, pour pousser la démarche, il y a effectivement une démarche psychothérapeutique à mener, qui est une démarche en fait de développement personnel, de comprendre quels sont en fait mes comportements ancrés, parce que derrière tous nos comportements, en fait, à l'origine de tous nos comportements, il y a ce que nous avons hérité de nos parents. Bien sûr, il y a une transmission. Ce que nous avons vécu de notre enfance, l'acquis de l'enfance. Et puis après, il y a les événements de notre vie d'adulte. Bien sûr. Mais ce qui nous conditionne avant tout au départ, c'est l'héritage des parents, des origines. Donc en clair, lorsqu'on a un héritage, une mémoire transgénérationnelle des parents qui est quand même à la base, on va pas dire défectueuse, mais assez lourde, comment faire pour déprogrammer ça ? Alors, déjà c'est d'en prendre conscience. Il y a quand même parfois on perçoit qu'on fait quelque chose de mal, mal au sens qui me nuit, mais on n'a pas forcément identifié quelle était l'origine, quelle était l'antériorité. Et après, dans ma méthode, il y a ce qu'on appelle une technique de reprogrammation, qui est d'apprendre à repérer les comportements répétitifs, néfastes, par de la PNL, c'est-à-dire c'est lire des phrases qui vont faire que j'éveille ma conscience à repérer un comportement inconscient néfaste et j'apprends à expérimenter un nouveau comportement qui serait plus bénéfique. D'accord. Je vais donner un exemple.
je vais prendre un exemple. Admettons, je suis timide. Mhm. On me dit timide et j'ai conscience que je peux être timide, mais je sais pas combien de fois par jour je fais preuve de timidité et combien de fois par jour ma timidité m'empêche de nouer des relations avec autrui. Donc le but, c'est que j'apprenne à repérer toutes les fois où je suis timide et quand je le repère, à essayer de faire le petit pas qui va faire que je commence à me changer par l'action. Parce qu'en fait, le seul moyen de se changer, c'est par l'action. On ne peut pas se changer autrement que par l'expérience. Il faut que le cerveau puisse vivre une nouvelle expérience pour tirer une nouvelle conclusion, pour ensuite modéliser. D'accord, donc en clair, je suis dans l'action et cette action va déprogrammer un conditionnement pour être dans une nouvelle programmation mais positive. Voilà. Je vais donner un autre exemple, c'est, admettons, mes parents m'ont toujours répété quand j'étais petit, il faut pas partir de la maison le matin le ventre vide, sinon tu vas tomber dans les vapes, t'auras pas d'énergie pour aller au travail. Ça, c'est un conditionnement, c'est une peur. C'est peur de manquer, peur de tomber malade, peur de tomber, peur de enfin vous connaissez l'exemple. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es tout maigre, t'es malade, t'es tout blanc, t'es tout blanc, etc. Pour que moi je me reconnecte à mon corps, il va falloir que j'expérimente un matin où je sens que je n'ai pas faim, de partir au travail sans avoir mangé, et de me rendre compte qu'en fait je peux parfaitement tenir ma matinée. Et tranquillement attendre, peut-être midi si j'ai faim, peut-être même le soir, jusqu'à ce que j'ai une véritable sensation de faim qui se manifeste. D'accord. Donc c'est vraiment de redonner à mon corps le pouvoir et la priorité, par de l'expérience et par du concret. D'accord. C'est vraiment se déprogrammer de son conditionnement on va dire de tous les jours, de son enfance. Voilà. Mais là, encore une fois, il faut en prendre conscience. Voilà. Beaucoup n'en prennent pas conscience encore. Bien sûr. Et restent dans leur programmation et restent encore à attirer le même genre de personnes ou le même genre de programmation. Et après, bon, c'est répétitif, quoi. Bien sûr. Et après, il faut être indulgent avec soi-même. C'est-à-dire que lorsqu'on commence cette démarche, parfois on se dit... Demain je change et on voudrait que demain je sois, ça y est, parfaitement la personne parfaite. Mais c'est impossible. Et oui. Donc faut se dire, je dois être exigeant dans la pratique, dans l'expérimentation, mais je dois être indulgent sur le résultat. D'accord. D'accord Fabrice, merci. Comment on fait pour vous joindre? Un site? Oui, il y a un site, tout à fait. Donc moi, mon site, c'est www.mincir, tout attaché avec mon coach. Autrement, vous tapez Fabrice Bonnereau dans Google. J'ai plusieurs supports. Il y a une chaîne YouTube. Je veux passer aussi un petit coucou, peut-être qu'ils m'entendent, à mes collègues. On est 13 coachs en France à avoir la même formation. Nous avons tous été formés par Nathalie Maire. D'accord. Donc qui est la première à avoir développé cette méthode de coaching neurocomportementaliste en nutrition. Voilà, donc c'est une méthode qui est très très respectueuse de la personne, qui veut vraiment rendre chaque personne autonome et capable. C'est ça, en fait, c'est ça qui est intéressant justement, c'est de permettre à la personne d'être autonome. Ça, c'est important, d'être indépendante. Et de se dire que faut pas se donner un impératif de je dois perdre 10 kilos en 3 mois ou 10 kilos en 6 mois. L'idée, c'est de se dire je me mets sur on va dire une démarche de progrès, un cheminement de progrès, et les kilos ils partiront quand ils devront partir. C'est ça. C'est juste si je me concentre à bien faire ce qui est bon pour moi chaque jour, d'une part ma vie va s'améliorer et mon corps aussi va s'améliorer. Mais ça va se faire au rythme auquel ça doit se faire. Pas de frustration. Tranquille. Il faut vraiment être cool et être vraiment dans l'instant présent et le respect de soi-même. C'est exactement ça. Et d'être dans l'amour et dans les câlins. Dans l'amour, dans la bienveillance. Exactement. Oui, la bienveillance, ça c'est important. Mais merci en tout cas, merci beaucoup Fabrice. C'est moi qui vous remercie. De nous avoir appris énormément de choses justement sur... Peut-être rappeler aussi où on peut vous joindre et tout ça, enfin rappeler le site. Ouais, c'est www.mincirmoncoach.fr, c'est ça? Mincir avec mon coach. www.minciravecmoncoach.fr. D'accord. Voilà, c'est mon site internet. Sinon, dessus, Fabrice, je parle, autrement vous tapez Fabrice Bonnereau dans Google, Bonnereau B-O-2-N-E-R-O-T. Voilà, autrement vous allez sur le site de la méthode Maire, M-E-E-R. D'accord. Merci beaucoup en tout cas Fabrice et au plaisir de vous revoir pour une nouvelle émission. C'est moi.
Au revoir. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Et tout de suite, place à nos invités. Safia Ahabad, secrétaire générale, et Leïla El Afif, trésorière de l'association Lilo Câlin. Safia, bonjour. Bonjour Inda. Leïla, bonjour. Bonjour Inda. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Je crois que les 3 micros fonctionnent. Oui, ils fonctionnent très bien. Donc il faut approcher bien le micro à la deuxième demoiselle. Voilà, c'est bon. Alors, on va poser la question à Safia. Depuis quand existe l'association Lilo Câlin? Alors, Lilo Câlin des Sœurs et Frères de Cœur existe officiellement depuis le 19 juillet 2016. Donc c'est une association qui est toute récente. Ouais. Mais avant cela, en fait, on avait déjà entrepris des actions pour 2 enfants. En fait, on était un groupement d'amis, de quelques personnes qui avons collecté de l'argent pour 2 enfants, pour Maria Berami et la petite Lina Ayesh, pour des greffes de foie. D'accord. Et en fait, c'est suite à la réussite de ces collectes et de la prise en charge de ces enfants qu'on a décidé de se former en association pour pouvoir avoir plus d'écoute et plus de poids en fait après dans nos actions et voilà. Alors Leïla, quel est le but de cette association? Alors en fait, cette association elle a pour but de venir en aide à toutes les personnes qui n'ont pas accès aux soins. D'accord. Donc que ce soit financièrement parlant, au niveau de la logistique, au niveau d'un soutien moral et psychologique. Donc c'est surtout en fait des enfants de l'étranger? Principalement oui. C'est ça, hein? Exactement oui. D'accord. Et jusqu'alors, combien d'enfants avez-vous aidé depuis la création de l'association? Approximativement. Alors officiellement, nous avons pu opérer 3 enfants. D'accord. Donc, sachant que les greffes coûtent très cher. Oui, c'est de l'ordre les 2 premières, c'était de l'ordre de 120 000 euros par enfant. C'est ça. En Belgique. La dernière, la petite Jinan, a été opérée il y a à peu près 15 jours pour 90 000 euros de collecté en Turquie parce que c'était moins cher que la Belgique. Oui. Malheureusement, elle a eu des complications. On a pris son décès aujourd'hui. Ah, elle est décédée. Voilà, parce que les enfants, en fait, plus on attend pour une prise en charge, et plus la maladie touche les autres organes, le cœur, les poumons, les intestins, et du coup, même si la greffe a été une réussite et que le greffon a bien été accepté, il y a d'autres pathologies qui se sont développées autour et qui malheureusement n'ont pas pu être soignées pour cet enfant-là. Après, au-delà des greffes de foie, on a pu financer d'autres opérations. On a pu qui vont être faites, qui ne sont pas encore faites, notamment une opération pour le cœur pour la petite Maria. Alors, le nom de famille, c'est Arabi, qui avait un souffle au cœur et du coup, on a récolté l'argent. Elle va se faire opérer prochainement, donc il me semble à Strasbourg. Et une petite qui s'appelle Alaye, qui a une hydrocéphalie. Et pour qui on a récolté l'argent. Alors l'hydrocéphalie, c'est quand vous avez de l'eau dans la boîte crânienne et du coup vous avez une déformation du crâne qui occasionne, qui peut à long terme soit causer la mort, soit des dommages irréversibles comme la perte de la vue, de l'ouïe, voilà. Donc cette petite, on a pu récolter l'argent également. Elle va se faire opérer prochainement, donc elle a rendez-vous le 13 décembre à l'hôpital Latimone à Marseille. Donc ces 2 petites enfants sont pris en charge. On attend prochainement les opérations. D'accord. Leïla, peut-être compléter un petit peu au niveau de ces enfants. Qu'est-ce qui vous a poussé, d'ailleurs après vous allez pouvoir répondre à cette question, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça, à aider ces enfants, à vous engager justement dans cette action, enfin ces actions, puisqu'il y a plusieurs actions, plusieurs enfants? Tout à fait. Alors en fait, moi, ce qui m'a poussée à rejoindre l'association, c'est d'une part de venir en aide à des enfants qui ont des pathologies que l'on sait soigner aujourd'hui en 2016, mais malheureusement, du fait de leur lieu d'habitation, de leurs moyens financiers, n'ont pas accès à ces soins. Donc pour moi, je trouve ça incroyable qu'on ait les technologies, qu'on ait les connaissances, qu'on ait les moyens de le faire, mais que parce qu'ils ne sont pas nés en France ou en Europe, ils n'aient pas accès à ces soins-là. Oui, c'est ça. Et Safia? Je rejoins complètement Leïla, c'est exactement ça, c'est une forme d'injustice. Moi je le vis comme une injustice. Ces enfants seraient nés dans un pays développé entre guillemets, et c'est le cas pour le pays du Maghreb, c'est juste qu'on met pas l'argent en priorité pour les soins.
mais qu'à cause de ça, malheureusement, on puisse pas les opérer, les soigner, alors qu'au jour d'aujourd'hui, on peut complètement les soigner, les prendre en charge. Pour les greffes de foie, pour les problèmes hépatiques, en France, c'est détecté pendant la grossesse, donc on peut agir vraiment en amont. D'accord. Et pour certains enfants qu'on a au Maghreb, ils sont détectés des fois très très tard, des fois à plus d'1 an, et du coup les dégâts sont déjà irréversibles et c'est très très compliqué après de les soigner. Donc plus on agit rapidement et plus ils ont la chance de pouvoir vivre correctement. Donc c'est vraiment ça, on peut pas, moi devant un enfant qui souffre, je ne peux pas rester insensible. Donc on aide à notre niveau, c'est une pierre dans... Une goutte d'eau dans un océan. Voilà. Ouais. Mais au moins on y est, on essaye de faire bouger les choses. Ce qu'on aimerait aussi, c'est au-delà de financer ces enfants qui ont besoin d'aide, c'est d'essayer de mettre des choses qui dureront dans l'avenir. Donc là, on essaie de faire des partenariats avec certains médecins pour pouvoir former les chirurgiens directement au Maghreb, pour pouvoir à la suite faire en sorte que ces enfants soient opérés directement dans leur pays d'origine, qu'on n'ait pas à les ramener pour les opérer. Oui, c'est encore mieux en plus. Voilà. Parce qu'il y a moins de coûts. Tout à fait. Tout ce qui est le voyage, l'hébergement, la nourriture. Bien Donc sûr. on essaye d'agir en urgence pour ces enfants qu'on a, pour pouvoir les aider. Et on essaye aussi après de mettre une solution sur le long terme, une solution pérenne qui durera dans le temps et qui permettra la prise en charge. Safia Laïla, on va revenir. Mais Jahed, on va faire une petite pause musicale. Ok, on revient tout de suite, ne bougez pas. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes toujours avec nos invités Safia, secrétaire générale, et Leïla El Afif, trésorière de l'association Lilo Câlin. Vous m'avez fait pleurer avec vos histoires. Alors juste une petite précision si je peux me permettre, c'est Lilo Câlin des sœurs et frères de cœur, parce que Lilo Câlin tout seul ça existe. Ah d'accord. Juste pour éviter la confusion. Des frères, de sœurs. Des sœurs et frères de cœur. Qui a trouvé ce nom? C'est la présidente Angélique Picazo, à qui on fait un petit coucou. Ouais, on lui fait un grand coucou d'ailleurs à Angélique. Et c'est un très beau nom. Hein. Donc Lilo Câlin, c'est surtout pour les enfants, c'est ça? Voilà. Et le côté des sœurs et frères de cœur, c'est pour monter la fraternité autour de ces actions. Tous les gens qui sont solidaires, qui donnent de leur temps, de leur argent pour nous soutenir dans nos actions. Et donc là, il y a des greffes, mais il y a aussi des enfants qui ont une malformation au niveau du visage. Tout à fait. Nous avons le petit Ayman Hadi qui est né avec une malformation maxillofaciale. Donc on ne sait pas si c'est d'ordre génétique ou, en tout cas, il est né comme ça. Donc au-delà de la malformation physique, il a des gènes en fait au niveau respiratoire. Il mange que liquide. Il peut pas manger les aliments solides. Il a une santé très très fragile et très très souvent malade. Et d'après les dernières informations, il serait peut-être autiste également. Donc voilà. Donc c'est une famille pour laquelle on a déjà pu récolter 25 000 euros. On est en attente de devis. C'est-à-dire qu'on a demandé des devis dans certains hôpitaux qui ont refusé de le prendre en charge. Pourquoi? Parce que c'est trop dur, trop difficile. Parce que oui, voilà, c'est des grosses pathologies, parce qu'ils risquent de pas se réveiller à la réanimation, parce que les coûts dépasseraient, du coup l'hôpital ne veut pas s'engager. Là, je suis pour parler avec un professeur de Necker, mais qui opère à son compte. Donc c'est en cours, j'attends son retour, positif ou non. J'ai également demandé un devis à l'hôpital La Timone, on attend le retour. Voilà, donc ce petit pour le moment il est au Maroc et il attend une prise en charge. Voilà, il a un contexte familial aussi un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'ils sont 5 enfants, 2 enfants malades, sa grande sœur aussi a une maladie auto-immune qui s'appelle le lupus, et le papa les a abandonnés, donc voilà. En plus de la difficulté de la maladie, ils sont dans une précarité aussi. Justement, il y a beaucoup d'hommes comme ça qui abandonnent leur famille. Hein. Ouais. Énormément, Malheureusement, surtout quand ils voient qu'un enfant est malade ou ils prennent la fuite. Voilà, c'est soit on est solidaire dans la maladie, ça renforce le couple, malheureusement ça le brise et ils n'arrivent pas à se relever de cette épreuve. Donc après, au-delà de la greffe de foie, on a également on a un petit qui s'appelle Nsimba qui vient d'Angola. Ouais. Je crois qu'on l'a pas rapporté dans notre dossier. Lui, en fait, il souffre d'une grosse scoliose très très sévère. J'avais vu la photo, ouais. Et voilà, pareil, on est actuellement pour lui. Alors, je vous redis les chiffres, on est à 16 884 euros de récolté sur il me semble 29 000 euros. D'accord. Voilà, donc le pauvre, il a plein de soucis parce qu'au-delà de la déformation de la colonne vertébrale, il a des difficultés à respirer. Sa cage thoracique est complètement écrasée, il a des problèmes pour aller faire ses besoins, pour manger. Il est orphelin, il est juste avec son frère, il a plus de parents. Et son frère arrête l'école pour pouvoir le soutenir. Donc on essaye de l'aider au maximum pour pouvoir le faire venir le plus rapidement possible et le prendre en charge. Parce que plus il attend et plus sa colonne vertébrale se déforme et plus il risque de mourir. Je suis désolée Linda, je voulais pas vous faire pleurer.
Voilà, faut être fort, on n'a pas le choix. Tout à fait. C'est très très difficile. Ouais, On pleure énormément, on passe par des émotions fortes. On est content quand les enfants sont pris en charge. On pleure quand il y a un décès. On a de l'espoir quand ça va bien. On est un petit peu désespéré quand ça va mal, mais bon, on essaye. Et comment on fait pour récolter l'argent pour justement pour vous aider pour votre association? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des comptes Litchi qui sont ouverts? Alors c'est pas Litchi chez nous, c'est principalement la plateforme Cotize Up. D'accord. Donc on a une page Facebook qui s'appelle l'îlot câlin des sœurs et frères de cœur. Ouais. Donc on est principalement sur Facebook. On a plus de 17 000 personnes qui nous suivent. Ah oui, c'est quand même énorme. Hein, oui. Ça. Et nous d'ailleurs on tient à les remercier pour toutes ces personnes qui nous suivent, qui partagent notre page, qui partagent nos cagnottes et qui nous envoient des petits messages de remerciements, qui donnent de leur temps et de leur argent. Après, quand vous venez sur cette page, vous avez différents moyens. Soit vous avez l'onglet faire un don, et le don que vous faites va directement sur le compte de l'association l'îlot câlin des sœurs et frères de cœur. Sinon, vous avez différentes cagnottes avec tous les enfants qui actuellement ont besoin d'une prise en charge. Et là, la personne est libre de donner pour l'enfant qu'elle veut. On a à peu près une dizaine de cagnottes en ligne sur la page. Souvent, c'est des personnes qui sont à l'étranger, mais comment vous gérez pour tous ces systèmes, pour les faire venir en France? Parce que j'imagine que les opérations se font en France. Est-ce qu'il y a des difficultés pour faire des demandes? J'imagine que c'est des demandes de visa. C'est vous qui organisez tout ça? Comment ça se passe? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a récolté l'argent, on fait Cotize Up fait un transfert à l'établissement hospitalier. Ouais. Et à partir de ce moment-là, l'établissement envoie une invitation au visa. D'accord. Donc la famille se présente au consulat, que ce soit Belgique, France, Turquie, avec ce document plus un dossier complet concernant leur identité. Et grâce à cela, en fait, le visa est délivré. Et délivré automatiquement. Automatiquement. Il y a pas de contraintes par rapport à ça et vous arrivez à avoir tout de suite Mais il faut d'abord que les personnes que vous ayez le projet ficelé jusqu'au bout. Des donateurs, c'est ça. En fait, il faut récolter l'intégralité de la somme. Voilà, l'intégralité de la somme. Sinon, nous n'avons pas d'invitation et on donne aussi la preuve que le virement a bien été réceptionné par l'établissement bancaire. Donc s'il y a des gens, des auditeurs qui nous écoutent, qui veulent là aussi pour les enfants faire des dons pour cette association l'îlot câlin, des frères et sœurs, c'est vraiment des sœurs et frères. Ouais, des sœurs et frères, c'est vraiment l'occasion de cœur en plus de pouvoir œuvrer pour les enfants. On rappelle que c'est vraiment encore une fois pour les enfants et que c'est très 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 important de leur donner une chance. Et c'est une baraka d'ailleurs de Dieu que de pouvoir enfin se mettre au profit des enfants. Et c'est un vrai bonheur que de pouvoir ramener la vie à ces enfants justement. Hein. Tout à fait. On se dit que c'est des petites sommes. Si on s'y met tous, on peut facilement récolter. Surtout que ces enfants sont vraiment dans une urgence vitale. On parle de grosses pathologies du foie. Si le foie fonctionne pas, vous décédez. Si vous avez du liquide dans le crâne qui est pas soigné, vous décédez. Si vous avez une pathologie au cœur, vous décédez. Voilà, c'est vraiment des grosses pathologies. On agit vraiment dans l'urgence. Donc soutenez-nous, faites des petits dons. Bah oui. C'est des petits dons. Des fois, on se dit. Font les grandes rivières. Voilà. Si on s'y met tous, on peut facilement y arriver et c'est des enfants quoi. Et pour adorer, vous avez beaucoup d'adhérents dans cette association. Vous êtes combien d'adhérents à peu près? Alors là-dessus, je pourrais pas vous dire. On va laisser la trésorière parler. Madame la trésorière, ils sont combien dans l'association? Alors pour le moment, on a une vingtaine d'adhérents. Ouais. Et après, en termes de bénévoles, on en a 10. D'accord. Après, on est une toute jeune association, on date quand même du 19 juillet. Ouais. Mais bon, après le nombre ne fait pas forcément la qualité. Exactement. On n'est pas très nombreuses, mais on fait pas mal d'actions. On fait donc on a des collectes en ligne, etc. Mais on fait aussi des actions terrain, c'est-à-dire qu'on met en place avec certains laboratoires, on essaie de mettre en place des partenariats pour avoir après des médicaments gratuits ou à moindre coût. Génial. Et des sondes, donc directement dans les pays d'origine. On tient des salons, on tient des stands où on fait connaître l'association, on fait des petites ventes, que ce soit de bonbons ou d'autres choses, voilà, pour faire connaître l'association, voilà. Quelle est la priorité là en ce moment? Est-ce que vous avez vraiment un cas dont vous voulez nous parler qui serait très urgent à traiter et à quel vous avez besoin d'argent? Ce serait vraiment Nsimba. Donc c'est un petit de Angola qui s'appelle Nsimba, qui a vraiment une déformation extrême de la colonne vertébrale. Si vous avez l'occasion d'aller le voir sur la page l'îlot câlin des sœurs et frères de cœur, franchement le pauvre c'est vraiment insoutenable l'image de ce petit. Et en plus il a une situation familiale très très compliquée, orphelin, pauvre. On rappelle que son père l'a abandonné. Non, pas pour celui-ci. Les deux parents sont décédés, il n'a plus de parents. Il a plus
plus de parents. Il est a que vraiment son orphelin. petit frère qui l'aide et son petit frère ne peut même plus aller à l'école. Non, excusez-moi, c'est des frères jumeaux, je dis une bêtise. La baraka justement de pouvoir aider un orphelin. Voilà, elle est multipliée. Elle est multipliée, hein, je le rappelle. Donc allez-y, vous allez sur le site. Donc on rappelle Sur la page Facebook, pardon, pour donner donc L'île aux câlins des sœurs et frères de cœur. Et directement, vous avez les cagnottes de tous les enfants et vous allez pouvoir retrouver une Simba dessus. D'accord. On peut donner peut-être un numéro de téléphone pour ceux qui maîtrisent pas Facebook ou des choses comme Bien ça. sûr. Ouais. Je vous donne ça tout de suite. Voilà, le temps de. Alors, je vous donne plusieurs numéros si vous le souhaitez. Alors déjà pour que les gens pour que les gens retiennent. On a bien. le numéro de téléphone de la présidente de l'association qui s'appelle Angélique Picasso, Ouais. qu'on remercie énormément pour tout ce qu'elle fait. Donc c'est le 06 59 30 63 74. Je répète, 06 69 30. 59 vous avez dit non. Excusez-moi. 06 59 30 63 74. Œuvrer pour donner à ses enfants ne serait-ce qu'un euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros. Je rappelle que c'est le cas vraiment d'un orphelin qui a des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, qui est orphelin de père et de mère. Qui m'a fait vraiment pleurer là. Ouais. C'est son histoire. C'est en fait c'est hallucinant le fait il souffre, il a cette scoliose, mais en plus il est orphelin Et pauvre. Et pauvre. Et on se dit subhanallah, voilà quoi, c'est. On se rend pas compte de la chance qu'on a nous d'être en France, d'être au chaud, d'avoir la sécurité sociale, d'avoir des mutuelles, des mutuelles, et c'est quand on est confronté à cette souffrance, à ces enfants, qu'on se dit non, on peut pas rester insensible, et c'est ce qui nous donne la force tous les jours, même s'il y a des décès, même s'il y a des refus, de continuer d'œuvrer, de faire le maximum pour prendre en charge le maximum d'enfants et les aider au maximum. Une très très belle association, en tout cas on aura l'occasion d'évoquer. On va marquer la pause et on va revenir très vite avec vous pour continuer, pour redonner le numéro de téléphone pour aider ce jeune homme, je vous rappelle, orphelin, qui a besoin de nous, qui a besoin de vous. On en parle d'ici quelques instants sur France Maghreb 2, ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite, et nous sommes donc avec nos invités Safia Ahabad, secrétaire générale, et Leïla El Afif, trésorière de l'association L'île aux câlins des frères et des sœurs de cœur, c'est ça, non? Des sœurs et frères de cœur. Excusez-moi. Des sœurs et frères de cœur, voilà. Non mais c'est important parce que pour les gens qui veulent vous trouver sur Facebook, où il y a un site ou pas? Oui, on a un nouveau site. Voilà. Internet, je vous donne les coordonnées tout de suite. En fait, vous pouvez retrouver le site directement sur la page Facebook. Il y a un il indique directement dessus. D'accord, donc redites le lien. Parce que là, c'est un petit peu long à vous l'indiquer complètement. Donc, redonnez le lien Facebook. Donc c'est la page Facebook, c'est l'île aux câlins, L', espace, I avec un chapeau, LOT, espace câlin au pluriel, des sœurs et frères de cœur. D'accord. Au niveau de l'image, pour repérer facilement, donc vous avez notre logo qui symbolise la terre avec une infirmière sur le haut, ainsi que le nom de l'association qui entoure la terre. Tout à fait. Ah oui, parce que justement, vous agissez, vous intervenez dans quel pays? Alors jusqu'à présent, on est intervenu en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Angola. Et je crois que c'est tout. Oui, actuellement, c'est les 4 pays sur lesquels on agit. Mais après, nous, on n'est vraiment pas fermés. Nous, on prend les demandes d'où qu'elles viennent. Tant qu'il y a une prise en charge à faire, des enfants qui souffrent, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas accès à la santé, on accepte les dossiers. Oui, donc et vous avez beaucoup de demandes, je suppose. Oui, parce que quand une collecte réussit pour un enfant, il y a une publicité qui est faite et en fait, vous avez pour un enfant sauvé, vous avez une dizaine de familles qui vous recontactent. Donc ça marche beaucoup par le bouche à oreille et principalement pour l'Algérie parce que les Algériens sont très francophones. Donc du coup, pour les informations sur Facebook en français, on a principalement des demandes d'Algérie. D'accord. Ils lisent facilement le français. Et là, vous avez une petite fille, je crois, une nouvelle. Oui, une petite Algérienne qui s'appelle Fouzia, qui souffre également d'un problème au niveau du foie et qui a également besoin d'une greffe de foie. Donc actuellement. Elle a quel âge cette petite? Elle doit avoir, excusez-moi, je connais pas les âges par cœur, elle doit avoir 5 ou 6 ans. 5-6 ans. Actuellement, sur sa collecte, on est à 1231 €, donc c'est très peu. Et il faut qu'on collecte sur 90 000 euros pour la ramener, se faire opérer à Izmir, en Turquie.
D'accord. Voilà. Donc, et comme je l'expliquais auparavant, plus on attend et plus la pathologie s'aggrave et touche les organes à proximité. Donc, il y a vraiment urgence pour Fouzia, pour collecter l'argent et pour l'opérer parce qu'elle a quand même 5-6 ans et elle est assez grande pour cette pathologie. Elle est trop grande pour cette pathologie pour pas être encore opérée. Depuis la naissance. Voilà, c'est une pathologie qu'on a à la naissance qui malheureusement pour certains cas est détectée tard. Alors pour les enfants qui ont la chance d'être détectés à 1 ou 2 mois, il y a une opération qui s'appelle Kasai, qui est une déviation qui permet en fait de les faire tenir pour se faire opérer quelques années après. Mais pour les enfants qui sont diagnostiqués trop tard, malheureusement ils peuvent pas bénéficier de cette déviation, donc il y a urgence. D'accord. Parce qu'on a une nécrose du foie et bien sûr. Et après ça conduit au décès. Des tissus, c'est sûr. Et donc là, si vous aviez un message à passer aux auditeurs de France Maghreb 2, ce serait lequel? Profitez. D'accord. Ils vous écoutent. Moi, le message que je voudrais faire passer, c'est que ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Ensemble, tout est possible. Et même si on pense qu'on n'est rien ou qu'on peut pas apporter grand-chose, même si on donne un peu de son temps, un partage, un like sur Facebook, 1 euro de don, et ben c'est déjà énorme. Oui, parce que multiplié par le nombre de personnes qui agissent, au final, on arrive à faire des merveilles. Au début, quand on a démarré, on n'était pas nombreux. Et aujourd'hui, quand on voit qu'en l'espace de quelques mois, de mai à aujourd'hui, on est à plus de 500 000 euros de récoltés, on n'y croit pas. C'est énorme. Il y a des associations qui font pas ça sur une année, qui sont connues depuis longtemps. Donc, franchement, le partage, c'est ce qui marche. Donc, s'il vous plaît, pour les gens qui ont Facebook, venez sur notre page, l'association Lilo Câlin des Sœurs et Frères de Cœur, partagez la cagnotte, donnez ce que vous pouvez, même 1 euro. Ne sous-estimez jamais un don. Parce que 1 euro multiplié par le nombre de personnes qui donnent, on arrive à des sommes énormes qui peuvent vraiment aider. Et moi, j'ai envie de dire que tous les auditeurs, en tout cas, qui nous écoutent, sont vraiment les bienvenus pour donner. Et je sais à travers tout ce qu'on a pu obtenir par le biais de tout ce qu'on a fait comme œuvre, et ben là c'est avec les enfants et je pense qu'il faut vraiment œuvrer pour la baraka. Et vous allez pouvoir que, même en donnant 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, il y a des commerçants qui nous écoutent, qui ont envie de faire le bien, eh ben, allez-y. Et vous pouvez, en fait, de la France entière pouvoir donner votre don, et pour cette sadaka, en tout cas, par rapport à cette association que nous adorons ici et qu'on trouve vraiment, phénoménale par rapport aux enfants. Merci beaucoup. Et pour les gens qui pensent aussi, pensez à votre zakat. Franchement, ils sont plus que dans le besoin. Ils sont, pour la plupart, avec de faibles moyens, en plus malades, ils sont complètement éligibles à la zakat. Donc pensez à la zakat. Et une zakat qui pourra d'ailleurs vraiment aider ces enfants qui vous amènera au paradis. Voilà. On va rappeler votre numéro de téléphone évidemment pour les gens qui ne maîtrisent pas trop Facebook ou qui voudraient vraiment peut-être. D'ailleurs, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut donner en ligne quelque part avec vous des opérateurs comme de certaines associations qui peuvent prendre le numéro de carte bleue, tout ça vous fait ou pas du tout? Alors on a à disposition un compte bancaire. Oui. Donc, d'accord, on peut faire des virements. On peut faire des virements. Après, sur la page Facebook. Il est sur la page Facebook. Vous avez aussi l'onglet directement faire un don. Ah oui, d'accord. Qui est relié directement au compte bancaire de l'association. Pour le numéro de la présidente Angélique Picazo, je vais le redonner, c'est le 06 59 30 63 74. 06 59 30 63 74. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous avez la moindre suggestion, on est là, on est présent, via la page, on pourra vous répondre. Voilà, ces enfants comptent sur vous, on a vraiment besoin de votre soutien. Tout seul, on n'y arrive pas, c'est mobiliser tous ensemble qu'on arrive à faire de belles choses. Moi, je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui vous ont écouté aujourd'hui, et plein d'auditeurs qui vont répondre présent. Je n'en doute pas du tout, que vous soyez à Marseille, que vous soyez à Clermont, que vous soyez à Dijon, à Reims, à Amiens, au Havre, à Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille, soyez au rendez-vous de votre don pour cette association qui mérite vraiment de progresser encore plus fort qu'elle l'est. Et je suis sûr que plein d'enfants vont être sauvés grâce à cette association. On rappelle une dernière fois le numéro de téléphone si vous voulez bien, 06 59 30 63 74. Et la page Facebook Lilo Câlin des Sœurs et Frères de Cœur, avec un logo, donc la petite terre avec une infirmière sur la terre. Donc c'est notre page Facebook, venez, ajoutez-nous, partagez, likez et donnez ce que vous pouvez, on compte sur vous et on vous remercie du fond du cœur. Bien. Merci en tout cas à toutes les deux pour ce moment chaleureux. Merci de nous avoir reçus. Et surtout de redonner espoir à des enfants malades, à des familles qui sont démunies
parce que beaucoup de femmes élèvent toutes seules aussi leur enfant, hein. Oui. Donc ou alors ces orphelins qui se retrouvent tout seuls, et votre association leur redonne espoir en la vie, et ça c'est quelque chose vraiment de merveilleux. Donc on vous remercie pour votre présence, pour tout ce que vous faites. Il devrait y avoir énormément de personnes qui œuvrent comme vous, et je pense que le monde irait de mieux en mieux. D'ailleurs, j'en profite, comme là c'est la fin, hein, Medjahed. On a encore 2-3 minutes, y a pas de souci. Moi, j'en profite vraiment pour dire aider cette personne, donc cette petite fille et ce petit aussi, qui a la scoliose. Nsimba. Nsimba, voilà. Et la petite Fouzia. Et la petite Fouzia. Voilà. On a également une petite, si vous permettez, dans les dernières petites minutes, qui s'appelle Aïcha, qui souffre d'un problème hépatique. En fait, c'est une maladie. Alors attendez, je vais vous donner le nom. La petite Aïcha souffre d'une maladie rare génétique et qui s'appelle la tyrosinémie. Donc, elle a un régime alimentaire très strict, ainsi que des médicaments à prendre. Juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est de l'ordre de 8 000 € par trimestre. Il faut savoir que la famille habite dans les bidonvilles de Casablanca, que le salaire moyen au Maroc c'est 200 €. Donc je vous laisse juste faire les calculs. Jusqu'à présent, ils ont pu bénéficier de certains sponsors, de coups de main, de voisins, de la famille. Mais là, ça commence vraiment à s'essouffler. Donc la petite Aïcha a vraiment besoin qu'on lui vienne en aide. Là, il y a à peu près 2 000 € sur sa cagnotte, sur les 16 000 qu'on avait programmés. Et c'est vraiment très difficile pour eux. Il faut savoir aussi qu'on est en contact avec une association au Maroc qui s'appelle SOS Métabo, qui est située sur Casablanca et qui essaye de promouvoir toutes les maladies métaboliques, pour laquelle le papa d'Aïcha est très mobilisé, et à chaque fois que la présidente de l'association a besoin de lui, il répond toujours présent. Et ce qu'il faut savoir aussi pour cette petite Aïcha, c'est que malheureusement, les parents ont déjà perdu un petit garçon de la même maladie à l'âge de 2 ans. Et la petite, même le lait qu'elle prend, il coûte très cher. Il coûte 150 € au Maroc et 60 € en France. C'est un lait spécial. Et cette petite, si elle mange une alimentation normale, elle risque un cancer du foie. Donc elle a vraiment un régime alimentaire très strict, plus les médicaments, et la famille a déjà perdu un garçon de la même maladie. On espère du fond du cœur que pour cette petite ça ira et qu'on la perdra pas. Inch'Allah. Alors Inda, tu voulais rajouter quelque chose, vas-y, je t'en prie. Après tout ça là, on va dire, moi ce que je voulais rajouter, en tout cas je prie très fort aussi pour les victimes qu'il y a eu là en Turquie. Je prie très fort aussi pour les victimes en Égypte et dans le monde entier. Et de plus en plus qu'on avance dans la vie, on se pose beaucoup de questions sur l'être humain. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi au jour d'aujourd'hui on se dit tout marche à l'envers? Des personnes qui malheureusement ont un mauvais fond sont au pouvoir, et des personnes qui sont belles sont éjectées. Ça c'est un peu un message que je voulais passer, et en tout cas je vous remercie beaucoup à toutes les deux d'être là. Merci à vous de nous avoir reçus. Et de nous montrer que voilà, parfois on a tendance à se plaindre sur sa petite vie, alors que, subhanallah, il y a vraiment des personnes qui sont en souffrance, et ça nous fait le rappel de se dire, il faut toujours dire alhamdulillah. C'est clair que nous aussi, on relativise beaucoup en côtoyant ces enfants, on relativise beaucoup sur notre vie. On vous remercie infiniment de nous avoir reçus. Aujourd'hui, on a eu, si on fait le compte, on a eu quand même, on a eu plusieurs décès, on a eu plusieurs enfants qui ont décédé faute de prise en charge. On a eu la petite Khadija qui a fait une opération, elle a été opérée du cœur, malheureusement elle est décédée. On a eu un petit qui s'appelle Mohamed Dridi en Tunisie, le pauvre il est décédé faute de prise en charge rapide. Il est mort à 16 mois. Oui, là un petit peu plus, il a fait peut-être 18 mois. On a une petite Yomna à l'âge de 12 ans qui est morte en Tunisie aussi, faute de prise en charge. On a une petite Myriam qui est morte à 7-8 mois aussi, faute de prise en charge. Et actuellement Jinan qui est décédé aujourd'hui. En tout cas, oui, pardon, allez-y. Juste pour terminer, rapidement, on a une pensée toute particulière à la famille de la petite Jinan qui nous a quittés ce matin. En tout cas, voilà, pour éviter évidemment que plein d'autres enfants ne puissent connaître le même sort, évidemment, on va réagir, on va agir, on va aider cette association. On rappelle rapidement, allez, parce que j'ai vraiment envie de le faire, j'ai vraiment envie qu'on aide ces personnes. Le numéro de téléphone de l'association, 06 59 30 63 74. 06 59 30 63 74. Sur Facebook, l'île au câlin des sœurs et frères de cœur. Allez-y. Merci à vous tous. Donnons, soyons généreux. Merci on compte sur beaucoup. Vous. À bientôt.
en tout cas Merci. d'être venue. Au revoir. Linda, on te laisse conclure ton émission, évidemment. C'est ton espace, c'est ton émission. Mais moi, Et- j'en profite donc pour remercier tous nos invités. Fabrice Bonnereau qui nous a apporté énormément de solutions pour comment Ah oui. perdre du poids. Oui. Safia, Leïla El Afif, justement de votre association Îlot Câlin des sœurs et des frères, c'est ça? De cœur, on n'oublie pas le cœur. Sans oublier Medjahed à la technique. Merci beaucoup. Merci Linda. à toi en tout cas d'être toujours présent, d'être toujours fidèle. Avec plaisir. Et de donner aussi tant de générosité à aider les associations, à aider énormément de personnes justement en souffrance. Et aussi, on remercie beaucoup aussi nos fidèles auditeurs qui nous écoutent à chaque fois. Ouais. Et que sans eux, il n'y aurait pas toute cette générosité. Et ça, c'est important. Et je prie vraiment, aujourd'hui, je suis vraiment émue de tout ça, mais je prie énormément pour l'humanité tout entière qui est en souffrance. Et il est temps, je pense, d'éveiller les consciences et de se poser des questions, de se dire qu'est-ce que je peux faire au jour d'aujourd'hui pour aider mon prochain. Et surtout, même le plus proche de vous, c'est-à-dire vos frères, vos sœurs, et de vous aider, Inch'Allah, et vous-même surtout, ça c'est important. Et Allah yahdina. France Maghreb 2, France Maghreb.